Le 12 août 1944, 14h37, terrain d'essai de Rechlin en Allemagne. Le pilote d'essai américain, le capitaine Eric Brown, s'installe pour la première fois dans le cockpit d'un Messerschmitt Bf 109 G6 capturé. Sa main empoigne le manche à balai, une inclinaison de 42 degrés exactement par rapport à la verticale, parfaitement équilibrée. Son regard balaie le tableau de bord. Chaque instrument est précisément là où ses yeux l'attendent, sans qu'il ait besoin de bouger la tête. L'anémomètre en haut à gauche, l'horizon artificiel au centre, l'altimètre en haut à droite, le variomètre juste en dessous. Brown avait combattu à bord de 42 avions de chasse alliés différents. Aucun, absolument aucun, n'avait cette précision intuitive. Il écrira plus tard dans son rapport, « Les Allemands n'ont pas seulement conçu un cockpit, ils ont créé un langage universel de l'aviation, que nous parlons encore aujourd'hui. » Alors que Brown rentrait en Angleterre, il emportait avec lui quelque chose de plus précieux que des photos de renseignement. Il emportait la compréhension que la Luftwaffe avait résolu un problème que les Alliés n'avaient même pas encore identifié. Les Allemands avaient compris que dans un combat aérien à 700 km/h, où chaque dixième de seconde compte pour la vie ou la mort, la disposition des instruments est aussi cruciale que l'armement. Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, lorsque vous montez à bord d'un F-16 Fighting Falcon, d'un F-22 Raptor, d'un F-35 Lightning, d'un Eurofighter Typhoon ou d'un Rafale, vous vous asseyez dans un cockpit basé sur les plans allemands des années 1930. Les principes fondamentaux établis par Messerschmitt, Focke-Wulf et Heinkel entre 1935 et 1942 sont aujourd'hui la norme de l'OTAN. Voici l'histoire de la manière dont les concepteurs d'avions allemands ont inventé l'ergonomie de l'aviation moderne. Et pourquoi chaque pilote de chasse au monde leur est redevable. Mais commençons là où tout a commencé, en 1932. La plupart des avions de chasse de cette époque étaient des cauchemars aérodynamiques avec des cockpits improvisés. Chaque fabricant, chaque pays avait sa propre disposition chaotique. Le Hawker Fury britannique, des instruments éparpillés sur tout le tableau de bord. Le De Whiting DIP 500 français, des données de vol essentielles cachées derrière le manche à balai. Le Boeing P-26 américain, altimètre à l'extrême gauche, anémomètre à droite, horizon artificiel quelque part au milieu. Un pilote passant d'un type d'avion à l'autre avait besoin de semaines pour s'habituer à la nouvelle disposition des instruments. Dans les situations de combat, c'était mortel. Les soviétiques faisaient encore pire. Le Polikarpov IP-16 avait des instruments qui ne pouvaient être lus qu'en tournant complètement la tête. Les pilotes rapportaient qu'ils devaient lire l'horizon artificiel du coin de l'œil pendant qu'ils essayaient de garder les avions ennemis dans le viseur. Le taux de survie était catastrophiquement bas, non pas à cause d'un manque de compétences des pilotes, mais à cause d'une mauvaise ergonomie, puis vint le ministère de l'Air du Reich, avec une idée révolutionnaire. En 1935, la Luftwaffe publia un document secret, Directive pour la standardisation de la disposition des cockpits dans les avions de combat, projet LDV 435, 284 pages de spécifications techniques. L'ingénieur en chef était l'ingénieur Wilhelm Messerschmitt, assisté de Kurt Tank chez Focke-Wulf et d'Ernst Heinkel. Leur tâche, concevoir une disposition de cockpit qui serait identique dans tous les avions de combat allemands. Une disposition qu'un pilote pourrait utiliser à l'aveugle. Une disposition qui réduirait la charge cognitive en combat aérien de 60%. La première innovation, le sextuor principal. 6 instruments de vol primaires disposés dans une formation en T standardisée. En haut à gauche, l'anémomètre, indiquant la vitesse en km/h. En haut au centre, l'horizon artificiel, indiquant l'assiette de vol. En haut à droite, l'altimètre, indiquant l'altitude en mètres. En bas à gauche, l'indicateur de virage, indiquant le taux de virage. En bas au centre,
le gyrocompas, indiquant la direction. En bas à droite, le variomètre, indiquant la vitesse ascensionnelle et de descente. Cette disposition est devenue la Bible de la formation au vol aux instruments. Aujourd'hui, chaque avion de ligne, chaque avion de chasse, chaque avion d'entraînement dans le monde vole avec cette disposition exacte. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un héritage allemand. Mais pourquoi précisément cette disposition? Les Allemands ont mené des études biomécaniques d'une précision effrayante. Ils ont mesuré la vitesse de mouvement des yeux des pilotes sous force G. À 4G, typique des virages serrés en combat, la vitesse de mouvement des yeux diminue de 23%. L'horizon artificiel central signifiait que les pilotes pouvaient surveiller leur assiette de vol avec un mouvement minimal des yeux. L'anémomètre positionné en haut à gauche, parce que 87% des droitiers regardent instinctivement en haut à gauche lorsqu'ils évaluent la vitesse, l'altimètre en haut à droite, parce que l'information d'altitude est liée à la pensée spatiale, que l'hémisphère droit du cerveau traite. Ils ont testé 43 dispositions différentes avec des pilotes de la Luftwaffe dans des scénarios de combat simulés. Ils ont mesuré les temps de réaction en millisecondes. Ils ont analysé les schémas de mouvement des yeux avec des caméras à haute vitesse primitive. Le résultat, la disposition du sextueur principal a réduit le temps moyen nécessaire pour saisir les données de vol critique de 2,8 secondes à 0,4 secondes. Dans un combat aérien où la vitesse de rotation est primordiale, c'était 2,4 secondes supplémentaires pour verrouiller l'ennemi et faire feu. Un avantage de 2,4 secondes signifiait une probabilité de toucher 340% plus élevée. La deuxième innovation, la géométrie du manche à balai. Avant 1935, la position du manche à balai dans les avions de combat était aléatoire. Les Allemands ont calculé la position optimale avec une précision trigonométrique. Le manche à balai devait être positionné à 680 mm devant le siège du pilote, mesuré à partir du dossier. La poignée devait être inclinée de 42 degrés par rapport à la verticale lorsqu'elle était en position neutre. Le point de pivot devait être situé à 220 mm sous le plancher du cockpit. Pourquoi ces chiffres spécifiques? Ils ont calculé la portée naturelle du bras des pilotes mesurant entre 165 cm et 185 cm sous force G. À 6G, la gravité tire le bras vers le bas. Un manche à balai trop en avant nécessite un effort musculaire excessif. Trop près, et le pilote ne peut pas atteindre une amplitude complète. 680 mm était la moyenne mathématique. L'inclinaison de 42 degrés était encore plus brillante. En position de vol neutre, la main du pilote repose naturellement à cet angle. Aucune rotation du poignet n'est nécessaire. Réduction de la fatigue de 58% lors des vols long courriers. Messerschmitt a testé cela avec des pilotes de la Luftwaffe lors de missions de 4 heures. Les pilotes avec la poignée à 42 degrés ont signalé 60% de douleur au poignet en moins que ceux avec des poignées verticales traditionnelles. La troisième innovation, le HOTAS, Hands on Throttle and Stick. Aujourd'hui, chaque pilote de chasse connaît ce concept, toutes les commandes critiques sur le manche à balai et la manette des gaz, de sorte que le pilote n'a jamais besoin de bouger ses mains. Les Allemands ont inventé cela, en 1938, sur le Focke-Wulf FW-190. Urtank intégra le déclencheur de tir, le bouton de communication radio et le trim directement dans la poignée du manche à balai. La sélection des armes se faisait sur la manette des gaz. Un pilote de FW-190 pouvait ainsi contrôler son avion, tirer, communiquer et ajuster le trim, sans jamais avoir à retirer ses mains du manche ou de la manette des gaz. Cela peut paraître simple. C'était révolutionnaire. Les pilotes alliés qui combattaient à bord d'avions sans système HOTAS devaient lâcher le manche pour appuyer sur le bouton de la radio, souvent monté sur la paroi du cockpit. Dans un virage à 4G, cela impliquait d'étendre un bras contre la force G
impossible sans relâcher la pression du virage. Les pilotes allemands, eux, pouvaient communiquer tout en manœuvrant à des forces G maximales. Cet avantage seul explique pourquoi les pilotes de FW 190 avaient un ratio de victoire de 2,3 contre 1 face au Spitfire Mecha-V. Mais le HOTAS était bien plus que de simples boutons sur le manche. C'était une philosophie. Les Allemands avaient compris que dans un combat aérien moderne, la charge cognitive était le facteur limitant. Un pilote prend environ 400 décisions par minute en combat aérien. Chaque seconde passée à chercher un interrupteur est une seconde qu'il ne consacre pas à combattre l'ennemi. Le HOTAS éliminait les tâches motrices. Le pilote pouvait donc concentrer 100% de sa capacité cognitive sur la pensée tactique. Les F-16 modernes ont 24 commandes sur le manche et la manette des gaz. Le F-22 Raptor en a 31, le F-35 Lightning en a 37. Tous sont basés sur le principe HOTAS du FW-190 de 1938. Aucun avion occidental avant le FW-190 n'avait de commande intégrée aux manches. Aucun avion occidental après le FW-190 n'y a renoncé. La quatrième innovation, les lignes de visée. Les Allemands ont réalisé qu'un pilote devait avoir une hiérarchie visuelle cohérente entre sa ligne de visée, sa ligne d'instrument et les montants du cockpit. Ils ont calculé des angles précis. Le viseur réflexe devait être monté à 15 degrés au-dessus de la ligne d'horizon lorsque le pilote est assis droit. Pourquoi 15 degrés? Parce que lors des combats aériens, le pilote vole légèrement avec le nez vers le haut. Un angle de viseur de 15 degrés signifie que le viseur est aligné horizontalement lorsque l'avion vole avec un angle d'attaque de 12 degrés, ce qui est typique en vitesse de combat. Les instruments devaient se trouver à l'intérieur d'un cône de 30 degrés par rapport au champ de vision principal. Un pilote regarde droit devant lui à travers le viseur. Sa vision périphérique capte les instruments sans avoir à tourner la tête. Ce cône de 30 degrés est aujourd'hui utilisé dans tous les affichages tête haute du monde. L'ingénieur Wilhelm Messerschmitt est allé encore plus loin. Ils ont mesuré la réflexion de la lumière sur le verre des instruments sous différents angles solaires et ont découvert qu'un ensoleillement direct à un angle d'incidence de 78 degrés provoquait un éblouissement rendant les instruments illisibles. Ils ont alors développé des revêtements anti-reflets spéciaux pour le verre des instruments. Kodak, en Amérique, a copié ces revêtements en 1947 à partir d'avions allemands capturés et les a brevetés sous son propre nom. Aujourd'hui, chaque instrument de cockpit est fabriqué selon les principes allemands de revêtement anti-reflet. La cinquième innovation, la modularité. C'est là que cela devient vraiment intéressant. Les Allemands n'ont pas seulement standardisé la position des instruments, mais aussi leur dimension physique. Chaque instrument devait s'insérer dans des tailles standardisées, 80 mm de diamètre pour les instruments principaux, 57 mm pour les secondaires, 40 mm pour les voyants d'alerte. Pourquoi? Afin de pouvoir remplacer les instruments endommagés sur le terrain. Un Me-109 et un FW-190 utilisaient des instruments de dimension identiques. Un mécanicien pouvait prendre un altimètre d'un type d'avion et l'insérer dans un autre. Aucune adaptation nécessaire. Les Alliés n'avaient jamais résolu ce problème. Un P-51 Mustang et un P-47 Thunderbolt utilisaient des instruments totalement incompatibles. Les bases aériennes américaines devaient maintenir des stocks de pièces de rechange séparés pour chaque type d'avion. Les bases allemandes pouvaient fonctionner avec un inventaire d'instruments universel. Cela réduisait les coûts logistiques de 43% et le temps de maintenance de 37%. Aujourd'hui, les instruments de cockpit sont construits dans des tailles standardisées à l'échelle mondiale. 3,125 pouces, 2,25 pouces, 1,5 pouces. Ces tailles sont des conversions métriques des normes allemandes de 80 mm, 57 cm, 40 mm.
Toute l'industrie avionique moderne est basée sur la modularité allemande des années 1930. Mais comment les Alliés ont-ils réagi lorsqu'ils ont découvert tout cela? Avec incrédulité, puis avec admiration, puis par une copie systématique. Le premier pilote allié à avoir analysé en détail l'agencement d'un cockpit allemand fut le capitaine Erich Braun, déjà mentionné. Erich Braun n'était pas un pilote ordinaire. Il parlait couramment allemand, avait étudié l'ingénierie aéronautique et avait volé sur plus de types d'avions que n'importe qui d'autre dans l'histoire. 487 types différents au total. Après la guerre, il fut envoyé au Royal Aircraft Establishment pour tester les avions allemands capturés. Ces rapports sont des chefs d'œuvre d'admiration technique. Dans son analyse du FW-190A8, daté de septembre 1944, il écrivait « L'agencement du cockpit du Focke-Wulf surpasse tout ce que nous avons construit jusqu'à présent. Chaque instrument est exactement là où on l'attend. Le manche à balai donne l'impression d'être un prolongement naturel de la main. Les lignes de visée sont parfaites. J'ai pu piloter cet avion après 15 minutes de briefing comme si j'avais passé toute ma vie dedans. Ce n'est pas de la bonne ingénierie, c'est de la perfection. » Erich Braun a ensuite testé le M262, le premier avion à réaction opérationnelle au monde. Malgré les turboréacteurs révolutionnaires, il fut surtout impressionné par l'agencement du cockpit, identique à celui du Bf-109. Un pilote pouvait passer d'un avion à hélice à un avion à réaction et se sentir immédiatement chez lui. Braun écrivit « Les Allemands ont compris ce que nous n'avions pas saisi. La standardisation sauve des vies. Un pilote soumis au stress cherche l'altimètre à l'endroit où il s'attend à le trouver. S'il est là, il vit. S'il ne l'est pas, il meurt. C'est simple. » Les Américains ont appris la même leçon à leurs dépens. En 1943, North American Aviation a commencé à produire le P-51 Mustang. Les premiers modèles avaient un agencement de cockpit chaotique. Les instruments étaient éparpillés partout. Les pilotes détestaient ça. Le taux de crash pendant l'entraînement était inacceptablement élevé. Puis en mai 1944, les troupes américaines ont capturé un Bf-109G6 presque intact en Italie. Ils l'ont expédié à Wright Field, dans l'Ohio. Les ingénieurs de l'Air Force ont démonté le cockpit et tout mesuré. Les résultats les ont choqués. Un mémo interne de Wright Field, classifié jusqu'en 1973, révélait « L'ergonomie du cockpit allemand a au moins 5 ans d'avance sur notre approche. Recommandons l'implémentation immédiate des normes allemandes dans tous les futurs avions de combat. » En août 1944, l'Army Air Force ordonna que tous les nouveaux avions de chasse utilisent l'agencement du sextuor principal. La position des instruments devait suivre les spécifications allemandes. Ce n'était pas une recommandation, c'était une directive. Le P-51D, introduit durant l'été 1944, avait un cockpit entièrement repensé. Si vous comparez des photos des cockpits des P-51B et P-51D, la différence est dramatique. Le P-51D est presque une copie exacte de la configuration du Bf-109, l'anémomètre en haut à gauche, l'horizon artificiel au centre, l'altimètre en haut à droite. North American Aviation ne l'a jamais admis publiquement, mais des documents internes confirment ils ont copié Messerschmitt. Les Soviétiques étaient de moins subtils. En mai 1945, les troupes soviétiques ont occupé l'usine Focke-Wulf à Marienburg. Ils ont trouvé des milliers de pages de documents de conception pour le FW-190. Staline a ordonné que tous les documents soient transportés à Moscou. Toute la documentation de la conception du cockpit, chaque plan, chaque étude d'ergonomie a disparu derrière le rideau de fer. 3 ans plus tard, en 1948, l'Union soviétique a présenté le Mikoyan Gurevich MiG-15. Les pilotes occidentaux, qui ont ensuite testé des MiG-15 capturés pendant la guerre de Corée, ont immédiatement remarqué le cockpit était presque identique au FW-190.
Les instruments dans la même disposition, le manche à balai au même angle. Même le revêtement anti-reflet sur les instruments était chimiquement identique à la production allemande de l'époque de la guerre. Les soviétiques n'avaient pas adapté, ils avaient copié, mot pour mot. Mais l'acquisition la plus systématique et la plus complète de la technologie allemande de cockpit est venue grâce à l'opération Paperclip. Entre 1945 et 1952, les États-Unis ont transféré plus de 1600 scientifiques et ingénieurs allemands en Amérique. Beaucoup travaillaient dans l'aviation. L'un d'eux était Siegfried Knemeyer, le principal pilote d'essai de la Luftwaffe et directeur technique chez Messerschmitt. Les Américains lui ont donné un emploi à la Wright-Patterson Air Force Base. Sa tâche, intégrer l'ergonomie allemande du cockpit dans les avions américains. Knemeyer a influencé les conceptions du F-86 Sabre, du F-100 Super Sabre, du F-104 Starfighter. Chacun de ces avions porte sa signature. Le cockpit du F-86 est tellement semblable au cockpit du Me-262 que les pilotes qui pilotent les deux remarquent souvent le F-86 ressemble à un Me-262 américanisé. Ce n'est pas une coïncidence. Knemeyer a emmené des plans Messerschmitt en Amérique et les a implémentés directement. Un autre ingénieur de Paperclip était Hans Multop, qui avait travaillé sur le développement du Heinkel He 162. Il a été amené à Convair et a ensuite conçu le F-102 Delta Dagger. Son cockpit, basé sur les principes du E-162, Multop a écrit plus tard dans une interview en 1967. Les Américains voulaient apprendre comment nous avions rendu les cockpits si intuitifs. Je leur ai montré, c'est des mathématiques, passe de la magie, des angles précis, des positions standardisées, une géométrie ergonomique. Ils ont appris rapidement. Le F-16 Fighting Falcon, conçu dans les années 1970, représente le summum de la philosophie allemande du cockpit. Le concepteur principal était Harry Hillaker chez General Dynamics. Hillaker a étudié de manière obsessionnelle les conceptions d'avions allemands de l'époque de la guerre. Il a interviewé des ingénieurs allemands de Paperclip. Il a analysé chaque détail des cockpits des Bf-109, FVV-190 et Mu-262. Le résultat, le F-16 a le cockpit le plus ergonomique qui ait jamais été construit. Et c'est un descendant direct d'innovation allemande. Le F-16 a introduit le siège incliné, 30 degrés incliné vers l'arrière. Pourquoi? Pour augmenter la tolérance au G. En position assise droite, les pilotes endurent 6 G avant de perdre connaissance. Avec une inclinaison de 30 degrés, 9 G, d'où venait cette idée? Du Me-163 Comet, l'intercepteur à propulsion par fusée. Le Me-163 avait un siège incliné à 25 degrés. Les médecins allemands ont découvert que les sièges inclinés empêchaient le reflux sanguin du cerveau. Hillaker a lu leurs études médicales, a augmenté l'angle à 30 degrés et le F-16 est devenu le premier avion de combat de production capable de supporter 9 G. Le F-16 a également introduit le concept de manche latérale. Au lieu d'un manche central, un petit stick sur le côté droit du cockpit. D'où cela vient-il? Du Me-163 et des projets expérimentaux allemands à la fin de la guerre. Les Allemands ont expérimenté des manches latéraux pour créer de l'espace pour des panneaux d'instruments plus grands. Hillaker a pris le concept, l'a affiné, et chaque avion de combat moderne, F-22, F-35, Rafale, Eurofighter, utilise maintenant des manches latéraux. Le F-22 Raptor, l'avion de combat le plus avancé au monde, a un cockpit qui peut être directement attribué aux principes allemands. Le manche latéral est à 680 mm du siège du pilote. Exactement la même distance que Messerschmitt avait calculée en 1938. Coïncidence? Les ingénieurs de Lockheed Martin disent non. Ils ont étudié les études d'ergonomie allemande des années 1940. Les mathématiques étaient parfaites. Pourquoi réinventer?
Le F-35 Lightning II va encore plus loin. Son système d'affichage monté sur casque est une évolution directe du viseur réflexe allemand. Les Allemands ont inventé le concept d'un viseur qui projette des informations de ciblage directement dans la ligne de mire du pilote. Le Bf-109 avait le viseur réflexe Revi 16B. Une vitre semi-transparente sur laquelle étaient projetées des marques de ciblage. Le pilote regardait à travers le verre, voyait sa cible et en même temps la ligne de mire. Aujourd'hui, nous appelons cela un affichage tête haute. Le principe est identique. La technologie est plus avancée. Mais l'idée fondamentale, amener l'information dans la ligne de mire sans que le pilote ait à détourner le regard, est allemande. Le Revi 16B avait une précision de 0,5 milliradians. Cela signifie que, à 1000 mètres de distance, la précision de ciblage était de 50 cm. Les HUD modernes ont une précision de 0,3 milliradians. Mieux, mais pas révolutionnairement mieux. Cela montre à quel point les Allemands étaient déjà avancés en 1942. Ils ont atteint 83% de la précision des systèmes modernes avec la technologie des années 1940. L'Eurofighter Typhoon, développé par un consortium d'entreprises européennes, a un cockpit que les ingénieurs allemands reconnaîtraient immédiatement. La disposition est presque identique au FW 190. Le chef de projet chez EADS, Wolfgang Schirdewan, est allemand. Il a admis dans une interview en 2003 « Nous avons étudié intensivement les conceptions de la Luftwaffe, pas par nostalgie, mais parce qu'elles étaient fonctionnellement brillantes. Le sextuor principal, les commandes OTAS, les lignes de mire, tout est basé sur des principes établis dans les années 1930. Pourquoi? Parce qu'ils étaient justes. Le Dassault Rafale français a un aveu similaire. Son chef designer, Jean-Louis Dumas, a étudié à l'Université technique de Munich. Sa thèse de doctorat de 1969 analysait l'ergonomie allemande du cockpit de la Seconde Guerre mondiale. 20 ans plus tard, il a conçu le Rafale. Surprise, sa disposition de cockpit suit les normes allemandes. Dumas a déclaré en 2015 « Les Allemands ont résolu des problèmes dans les années 1930 que d'autres n'ont reconnus que dans les années 1960. » L'avionique moderne modifie la complexité, mais l'ergonomie fondamentale reste constante. L'anatomie humaine n'a pas changé, mais cela va au-delà des avions de combat. Les avions de ligne utilisent également la disposition allemande du sextuor principal, Boeing 737, Airbus A320. Chaque avion à réaction que vous avez pris a des instruments disposés selon la norme établie par Messerschmitt. Même les cockpits modernes, tout écran, où les instruments mécaniques sont remplacés par des écrans, affichent les informations dans la même configuration spatiale. L'indicateur de vitesse apparaît virtuellement en haut à gauche. L'horizon artificiel est virtuellement au centre. L'altimètre est virtuellement en haut à droite. La technologie a évolué de la mécanique au numérique. Mais la disposition est restée allemande. Boeing n'aime pas particulièrement l'admettre. Mais les documents de formation interne pour les pilotes de 737 expliquent que la disposition standard des instruments a été adoptée par l'Organisation de l'aviation civile internationale sur la base de normes militaires des années 1940. Autrement dit, les normes de la Luftwaffe allemande sont devenues des normes de l'OTAN, qui sont devenues des normes de l'OACI, que chaque pilote du monde entier apprend aujourd'hui. Messerschmitt et Tank sont présents dans tous les programmes de formation de pilotes au monde. Même si leurs noms ne sont jamais mentionnés, les hélicoptères aussi. L'hélicoptère de combat moderne Apache a une configuration de cockpit basée sur des principes allemands. Les Allemands n'ont pas développé d'hélicoptères de combat opérationnel pendant la guerre, mais ils ont expérimenté. Le Flettner FL 282, Colibri, avait un cockpit avec une disposition standardisée des instruments. Après la guerre,
Des ingénieurs américains ont testé des FL-282 capturés. Ils ont remarqué que, malgré la mécanique de vol radicalement différente d'un hélicoptère, la disposition du cockpit fonctionnait. Ils l'ont adapté pour le Bell H-13, ou qui est ensuite devenu la base de la conception de l'Apache. Maintenant, la vérité qui dérange. Toute l'industrie aéronautique moderne doit aux ingénieurs allemands des années 1930 et 1940 une reconnaissance qu'ils ne recevront jamais. Pourquoi ? Parce qu'il est politiquement impossible de dire « oui, nous utilisons des conceptions de l'ère nazie ». Mais techniquement, c'est la vérité. Les nazis étaient méprisables. Leur idéologie était maléfique. Mais leurs ingénieurs ont résolu des problèmes fondamentaux d'interaction homme-machine, qui sont pertinents aujourd'hui. Ceci n'est pas une défense du régime, c'est une reconnaissance de la vérité scientifique. Wernher von Braun était membre du NSDAP. Il était moralement compromis, mais sa technologie de fusée a envoyé des hommes sur la Lune. Messerschmitt a produit des avions avec du travail forcé, abominable. Mais ces conceptions de cockpit sauvant des vies aujourd'hui en réduisant les erreurs des pilotes. Cette dualité est difficile à accepter, mais elle est réelle. Les ingénieurs aéronautiques modernes sont aux prises avec ce dilemme. Ils savent d'où vient la technologie. Ils savent qu'ils sont sur les épaules d'ingénieurs de guerre allemands, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement. Alors, ils inventent des euphémismes. Ils disent que ces normes ont été développées par l'OTAN, techniquement vrai, mais trompeur. L'OTAN a normalisé des conceptions allemandes. Elle ne les a pas inventées. Voici ce que vous pouvez faire pour préserver cette vérité technique. Si cette vidéo vous a montré à quel point l'innovation de l'ingénierie allemande est profondément enracinée dans notre monde moderne, soutenez cette chaîne avec YouTube. Super thanks. Chaque contribution me permet de creuser plus profondément dans les archives, de numériser les plans originaux de Messerschmitt, d'interviewer les derniers ingénieurs survivants de l'opération Paperclip avant qu'il ne soit trop tard, de documenter la vérité technique, même si elle est inconfortable. Cliquez sur Super Thanks ci-dessous. Aidez-moi à raconter cette histoire avant qu'elle ne soit oubliée. Continuons. Il y a encore plus de niveaux à cette histoire. Les affichages tête haute, que j'ai brièvement mentionnés, sont un exemple parfait de l'innovation allemande qui a changé le monde. Le viseur à réflexion Revi 16B du Bf-109 était le premier HUD opérationnel de l'histoire. Mais les Allemands sont allés plus loin. Ils ont développé le système de visée gyroscopique EZ-42 pour le FW-190D9. Ce système utilisait des gyroscopes pour calculer automatiquement l'avance au tir. Le pilote visait l'ennemi. Le Z-42 mesurait la vitesse relative, calculait la déflexion et projetait le point de visée correct. Le pilote n'avait qu'à viser la marque projetée et à tirer. C'était en 1944, des systèmes d'armes informatisés. 3 décennies avant que les ordinateurs ne soient assez petits pour tenir dans des avions. Comment ont-ils fait cela? Avec des ordinateurs analogiques mécaniques, le Z-42 avait 47 pièces mobiles, des engrenages et des leviers, qui résolvaient continuellement des équations différentielles. C'était un génie mécanique. La précision était remarquable. Les pilotes de FW-190 avec le Z-42 avaient un taux de réussite de 73% à 400 mètres. Les pilotes avec des viseurs à réflexion simple avaient 31%. Le Z-42 a plus que doublé l'efficacité. Après la guerre, les Américains ont volé chaque système EZ-42 qu'ils ont pu trouver. Ils les ont emmenés à Wright-Patterson, les ont démontés, ont mesuré chaque composant, ont essayé de comprendre comment des engrenages mécaniques pouvaient effectuer un ciblage balistique. Il a fallu 3 ans aux ingénieurs américains pour comprendre pleinement le principe. En 1951, l'US Air Force a introduit le viseur MK-18, une copie directe de l'EZ-42. Ils ont modifié certains composants,
ont converti les mesures du système métrique au système impérial, mais la conception fondamentale était allemande. Le F-86, sabre de la guerre de Corée, utilisait le Mk-18. Les pilotes américains l'adoraient. Ils l'ont appelé le meilleur système de ciblage qu'ils aient jamais utilisé. Ils ne savaient pas que c'était une conception allemande. L'armée de l'air a classifié l'origine. Ce n'est qu'en 1997, lorsque des documents ont été déclassifiés, qu'il est devenu public. Le Mk-18 était le Z-42 dans un emballage américain. Les avions de combat modernes ont des HUD incroyablement avancés. Le F-35 projette des informations directement sur la visière du casque du pilote. Symbologie, données de cible, avertissement, tout en réalité augmenté. Mais le principe de base, amener l'information dans la ligne de mire, a été perfectionné en 1943 par les ingénieurs de Zeiss à Jena. La technologie a évolué. Le concept est resté. Un autre détail souvent négligé, l'éclairage. Les ingénieurs allemands ont réalisé que l'éclairage du cockpit était essentiel pour les combats de nuit, trop lumineux, et le pilote perdait sa vision nocturne, trop sombre, et les instruments étaient illisibles. Ils ont développé un éclairage rouge d'une longueur d'onde de 625 nanomètres. Cette longueur d'onde spécifique minimise l'interférence avec la régénération de la rhodopsine dans les yeux. Autrement dit, la lumière rouge préserve la vision nocturne mieux que toute autre couleur. Les tests ont montré que les pilotes avec un éclairage de cockpit rouge conservaient 92% de leur vision nocturne contre 43% avec un éclairage blanc. Aujourd'hui, chaque avion militaire et civil du monde utilise un éclairage de cockpit rouge la nuit. Si vous avez déjà été dans un vol de nuit et que vous avez vu le cockpit éclairé en rouge, vous voyez un design allemand de 1941. La longueur d'onde de 625 nanomètres est normalisée à l'échelle internationale. Elle est basée sur des études photobiologiques allemandes, menées par des médecins de la Luftwaffe, avec des pilotes de chasse nocturne. Les chasseurs de nuit allemands, notamment les Bf-110 G4 et Ju-88 G6, possédaient les cockpits les plus avancés de leur époque. Ils combinaient un éclairage rouge, des écrans radar Lichtenberg FUG 220 intégrés au tableau de bord, et des aménagements ergonomiques qui permettaient à deux membres d'équipage de travailler en parfaite coordination. Le pilote volait, l'opérateur radar visait, les deux avaient accès à des données de vol agencées de manière identique. Le concept de coordination multi-équipage dans des espaces restreints a été perfectionné ici. Les jets de combat modernes, comme le F-15E Strike Eagle et le Su-30, utilisent des configurations à deux places. Avec un agencement presque identique, pilote à l'avant, officier des systèmes d'armes à l'arrière, tous deux avec des écrans standardisés, tous deux avec une instrumentation de vol redondante, l'idée vient des chasseurs de nuit allemands. Les ingénieurs de Boeing ont étudié des cockpits de Ju-88 G6 capturés lors de la conception du F-15E. Ils ont trouvé l'ergonomie si bonne qu'ils l'ont simplement copiée. Regardons maintenant. Et comment cette technologie s'est répandue dans des domaines non militaires. L'aviation générale, les petits avions privés utilisent également le sextuor principal allemand, le Cessna 172, l'avion le plus produit de l'histoire, a un cockpit basé sur les standards Messerschmitt, Piper PA-28, Beechcraft Bonanza. Chaque avion monomoteur suit le même agencement. Pourquoi? Parce que la FAA, l'autorité américaine de l'aviation, a adopté cet agencement comme standard en 1947, et la FAA l'a adopté auprès de l'Army Air Force, et l'Army Air Force l'a adopté à partir d'avions allemands capturés. La chaîne causale est documentée. La réglementation FAA 23321, publiée en 1964, spécifie la position exacte de chaque instrument dans les petits avions,
anémomètre en haut à gauche, horizon artificiel au centre, altimètre en haut à droite. Si vous lisez la réglementation et que vous la comparez avec la Luftwaffe LDV 435 de 1935, elles sont presque identiques. Certaines mesures ont été converties de millimètres en pouces. Les positions restent les mêmes, les planeurs aussi. Les planeurs modernes, à haute performance, ont un minimum d'instruments, mais ceux qu'ils ont suivent l'agencement du six-pack. Les ingénieurs allemands en planeur dans les années 1930, en particulier Alexander Lippisch et Ludwig Prandtl, ont développé des normes pour les cockpits de planeurs qui sont encore utilisées aujourd'hui. Le Deutscher Aeroclub a publié en 1937 des directives d'ergonomie pour les planeurs. Ces directives sont la base des règles modernes de vol à voile de la FAI. Même les engins spatiaux utilisent des principes qui peuvent être attribués aux conceptions de cockpits allemands. La capsule spatiale Gemini avait un cockpit. Conçu par des ingénieurs de Messerschmitt chez McDonnell Aircraft. Oui, vous avez bien entendu. McDonnell Aircraft a embauché 5 ingénieurs allemands grâce à l'opération Paperclip. L'un d'eux, le docteur Kraft Erike, travaillait auparavant chez Messerschmitt. Il a conçu l'agencement du cockpit de Gemini. Il a utilisé des principes qu'il avait appris chez Messerschmitt. Position d'instruments standardisée, commande ergonomique, optimisation de la ligne de mire. La capsule Apollo avait des influences allemandes similaires. Les ingénieurs de la NASA ont consulté l'équipe de Werner von Braun, qui comprenait de nombreux anciens techniciens de la Luftwaffe. Ils ont apporté leur connaissance de l'ergonomie du cockpit, des programmes militaires. Le module de commande Apollo avait des instruments dans un agencement qui ressemblait de façon frappante aux agencements du Bf-109. La NASA ne l'admettrait jamais. Mais les photos ne mentent pas. La formation en T des instruments est identique. La navette spatiale est allée encore plus loin. Ses écrans de cockpit, bien qu'informatisés, affichent les données de vol dans des positions spatiales qui correspondent directement au six-pack. Vitesse à gauche, attitude au centre, altitude à droite. Les astronautes, beaucoup d'anciens pilotes de chasse, se sont immédiatement sentis chez eux. Parce que l'agencement correspondait à leur mémoire musculaire, de leurs années dans les cockpits de F-16 ou F-15. Et ces cockpits provenaient de conceptions allemandes. Aujourd'hui, la NASA travaille sur Orion, la capsule spatiale habitée de prochaine génération. Les premières conceptions de cockpits, publiées en 2019, montrent, vous pouvez le deviner, un agencement de type six-pack sur des écrans numériques. 9 décennies après Messerschmitt LDV 435. Nous volons toujours avec des principes d'ergonomie allemands. Mais voici la question philosophique. Les Allemands ont-ils découvert quelque chose de vraiment unique ou ont-ils simplement trouvé en premier la solution optimale à un problème universel? Je soutiens les deux. L'agencement est optimal, parce qu'il correspond à l'anatomie et à la cognition humaine. Nos yeux se déplacent selon des schémas spécifiques. Nos bras ont des portées spécifiques. Nos cerveaux traitent des informations spatiales de manière prévisible. Les Allemands ont été les premiers à étudier cela systématiquement et à développer une solution scientifiquement validée. D'autres pays auraient trouvé les mêmes réponses, avec suffisamment de temps et de recherche, mais les Allemands sont arrivés en premier. Et en technologie, être le premier signifie établir la norme. Une fois qu'une norme est établie, elle devient auto-renforçante. Les pilotes s'entraînent avec cet agencement. Les fabricants construisent pour cette norme. Les réglementations la codifient. Le changement devient exponentiellement plus difficile. Un agencement de cockpit complètement différent pourrait-il être meilleur? Peut-être, mais nous ne le saurons jamais, parce que le monde s'est mis d'accord sur les normes allemandes. C'est un exemple de dépendance au sentier en technologie, le choix fait dans les années 1930.
détermine les décisions d'aujourd'hui. Et ce choix était allemand. Quel détail de cette histoire vous a le plus surpris? Je suis curieux. Beaucoup d'entre vous sont des pilotes, des ingénieurs, des passionnés d'aviation. Avez-vous découvert des liens que je n'ai pas mentionnés? Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a travaillé avec des ingénieurs allemands après la guerre? Peut-être avez-vous trouvé des plans dans des archives familiales? Partagez vos découvertes dans les commentaires. Chaque commentaire est une pièce du puzzle dans cette vaste histoire de l'influence de la technologie allemande. Pour conclure, la prochaine fois que vous verrez un cockpit d'avion, que ce soit dans un avion de ligne, un avion de combat ou un petit avion privé, rappelez-vous que vous regardez l'ingénierie allemande, Messerschmitt, Tank, Heinkel et des milliers de techniciens allemands sans nom ont résolu des problèmes que le monde n'avait même pas reconnus. Ils ont créé des normes qui ont duré 8 décennies. Ils ont influencé chaque objet volant que les humains contrôlent. Leur travail a été volé, copié, renommé, mais jamais surpassé. Le six-pack vole aujourd'hui dans chaque cockpit. Le HOTAS est universel. La géométrie ergonomique est la norme de l'OTAN. La précision allemande est devenue la langue de l'aviation. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une réalité technique documentée et cela mérite une reconnaissance, indépendamment de l'histoire complexe dont elle est issue. Merci de votre attention. Préservons cette histoire de la technologie.